Merci Daniel, bonjour à tous. Merci déjà à tous de votre présence. Donc comme Daniel l'a expliqué, je vais vous présenter un peu notre expérience et notre approche de la RPA. Donc au quotidien, nous sommes tous confrontés à des tâches basiques, répétitives, souvent énergivores et sans réelle valeur ajoutée. Par exemple, le nettoyage de nos mailbox. À nos retours de congé, on a vite fait de créer des règles pour gérer les mails en automatique et nettoyer cette mailbox. De tout temps, l'homme a toujours créé des outils pour nous faciliter la vie. L'invention de la poulie il y a quelques siècles nous a permis de porter des charges lourdes. Dans les années 60, l'invention du lave-vaisselle nous a libérés de cette tâche fastidieuse et nous a permis de gagner du temps libre pour faire d'autres activités. Finalement, la RPA, c'est pareil. Si on prend les activités d'une équipe de gestion de ressources humaines, simplement l'encodage d'un nouvel entrant dans différents outils, ça va de système comptable, l'accès au bâtiment, les accès aux ressources réseau, c'est souvent toutes des applications différentes qui ne communiquent pas forcément entre elles. Donc c'est quoi? C'est de l'encodage manuel, c'est du copier-coller, c'est de l'utilisation multi-interface et c'est surtout une perte de temps et certainement un risque d'erreur. Donc la RPA permet facilement d'automatiser ce genre d'action. Dès lors, les équipes peuvent se consacrer à des tâches à plus haute valeur ajoutée et plus orientées, espérons-le, vers les personnes. Un autre cas de figure, depuis quelques mois, nous traversons une crise sanitaire. Les automatisations ont permis de pérenniser les activités de nos équipes. Même si celle-ci était à effectif réduit, les personnes présentes pouvaient simplement se consacrer à des tâches plus importantes orientées vers le client. Et ça nous a permis de garantir un service de qualité. Donc, en résumé, la RPA, c'est quoi? Ce sont des robots logiciels visant à automatiser des processus commerciaux régis par une logique bien définie. Principalement, elles sont basées sur des données structurées, un fichier CSV, un tableau Excel, des emails ou des PDF. Les robots simulent les interactions que les utilisateurs ont avec les applications installées sur leur poste de travail, mais ils auront en plus la possibilité de se connecter en direct à une base de données ou faire appel à un service web. Les robots utilisent aussi l'infrastructure IT existante. De ce fait, il n'est pas nécessaire de se lancer dans une transformation digitale de grande ampleur. Et les robots sont évidemment considérés comme une main-d'œuvre virtuelle. Mais vous me direz, quels sont les bons critères pour une bonne automatisation? Comme on m'a dit un jour lors d'un forum, tout ce qui est automatisable doit être automatisé. Je ne serai pas aussi radical, mais il faut bien choisir les processus à automatiser, surtout les premiers. Pour cela, nous nous basons sur une liste de 6 critères. Celle-ci nous permet d'identifier les bons clients à l'automatisation. En premier lieu, ce sont les processus où il y a beaucoup d'encodage manuel, comme déjà dit, c'est un risque d'erreur. Et en plus, si on prend les activités manuelles du lundi matin, en général, c'est un peu plus fastidieux. Les tâches répétitives ou à forte volumétrie sont aussi de très très bons clients. Alors, ça doit être prévisible. Donc, les robots ne prennent pas d'initiative pour le moment. Ils ne traitent que ce qui a été prévu. Donc, ils ne vont pas commencer à se dire, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça parce que c'est comme ça. Non, les règles sont préécrites et ils les respectent. Les processus ou les règles sont connus, donc les processus définis en interne, dont on maîtrise toutes les étapes. Sans pour autant avoir une documentation complète, ça peut être simplement dans la tête de quelqu'un. Le processus est connu d'une personne. Si on veut automatiser ce processus, un petit workshop avec la personne, et on en sort un flowchart. Alors, les données structurées, plus les données structurées sont bonnes, plus on aura facile à automatiser. Et comme déjà dit aussi, les systèmes disparates, le robot n'a aucun souci à naviguer, à interagir avec différentes applications en même temps. Donc, ça, ce sont les critères. Maintenant, on a sélectionné les bons candidats à l'automatisation, il faut pouvoir en estimer la charge de travail. Donc, pour cela, nous les avons catégorisés en 3 niveaux de complexité, low, medium et high. Donc, pour un processus low, on estime à 4 semaines le temps de réalisation d'un robot. Ces 4 semaines couvrent quoi? Ça va de l'analyse jusqu'à la mise en production, en passant par les étapes de test et de développement. Ce sont en général des processus relativement simples, comme une réinitialisation d'un mot de passe. On est sur une page web, on a oublié son mot de passe, on veut le réinitialiser, on clique dessus, et le processus automatisé va réinitialiser le mot de passe et vous le communiquer. On a aussi le tri intelligent de boîte mail ou des reprises de masse.
Des reprises de masse, c'est simplement, on prend une équipe fleet qui gère le parc automobile, on décide de changer de compagnie d'assurance pour les voitures, on fournit en entrée du robot la liste des voitures à mettre à jour, et le robot va se charger lui-même de faire les modifications dans les bases de données. Ensuite, on arrive avec les processus de complexité médium. C'est quoi ces 6 semaines de travail en général? C'est par exemple des renoms de police d'assurance. Toutes les compagnies d'assurance, par exemple chez Etias, envoient le renom aux polices via mail. Le processus automatisé va vérifier quel type de police est identifié dans le mail. Donc ça peut être de l'auto, de l'incendie ou de la vie. Et il mettra à jour l'application et le contrat dans la bonne application. Ça peut être aussi un processus de migration de données d'une ancienne application vers une nouvelle. Il n'est pas rare de tomber sur des applications qui ont plus de 30 ans aujourd'hui. On est forcément confronté à des boîtes noires. On ne connaît plus comment ça fonctionne. Et donc la RPA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va simplement utiliser les interfaces utilisateurs existantes, récupérer les données et alors les transférer vers le nouveau système. On a mis aussi un assistant digital pour le reporting des incidents et la gestion et le reporting des problèmes. Donc c'est un petit processus qu'on a mis en interne. Et pour certaines équipes, donc le robot se connecte à notre outil de ticketing, en extrait les incidents et les problèmes, on génère un fichier Excel avec des tables pivots et ainsi de suite, et le communique aux responsables et aux personnes concernées par cette liste d'incidents et problèmes. Le robot a en plus la possibilité de planifier une réunion hebdomadaire juste avec les personnes concernées. Alors ensuite, on passe au processus de complexité high. Là, on est sur une charge de travail de minimum 8 semaines, voire plus. Donc, ce qui change principalement, c'est l'accès à des applications extérieures, un portail web externe. C'est par exemple de l'indexation de documents avec nécessitant un travail de sérialisation plus important et où on doit extraire les données. On a mis en place chez nous l'automatisation des timesheets pour nos consultants travaillant sur des projets à la Commission européenne. Le but de ce processus, c'est de faciliter et d'accélérer le traitement des timesheets pour l'équipe accounting. Le processus identifie dans une mailbox les cas concernés, parce que dans cette mailbox arrivent différents timesheets pour des consultants sur différentes missions. À ce moment-là, le robot se connecte à un portail web. Il récupère la timesheet sur ce portail et le transfère directement dans notre applicatif. Dans ce cas-ci, un SharePoint. On en profite en même temps pour encoder le nombre d'heures prestées sur le mois, et donc tout est répercuté en base de données. À la fin de ce traitement, le robot en profite aussi pour classer le mail et nettoyer la mailbox. Au moins, tout est propre. Alors, on a aussi un processus de gestion des appels d'offres, toujours pour la Commission européenne. Pour cela, on a une petite vidéo qui montre un peu comment le robot interagit avec les différents composants. Donc, de nouveau, le robot se connecte à Outlook. Il va les identifier dans une petite latence. Voilà, donc on a passé la partie. Oui, on va revenir, c'est pas grave, les aléas. Donc voilà, sinon, l'objectif du processus, c'est de rentrer dans Outlook, identifier les mails qui l'intéressent, se connecter alors à la plateforme de la Commission européenne pour récupérer les documents relatifs à un nouvel appel d'offres pour une mission de consultance. Donc le robot va bien identifier la bonne zone. On a masqué les données confidentielles. Il va télécharger plusieurs documents. Ici, dans ce cas-ci, il y avait un appel d'offres pour 3 types de profils différents. Donc il y a 3 annexes PDF à télécharger en plus. Donc le robot va télécharger ces documents. Il va ensuite en extraire certaines données pour les alimenter dans une base de données. Dans ce cas-ci, c'est un fichier Excel. Voilà, donc la mise à jour va se faire dans le fichier Excel. Et ensuite, nous allons créer une communication vers nos différents partenaires, donc internes ou externes, afin de leur communiquer le contenu de l'appel d'offres et la référence et sa référence. Donc voilà, ensuite, les fichiers PDF traités sont archivés, le mail est classé dans un bon répertoire. Ça a été la première partie de ce processus-là. On l'a ensuite
on lui a rajouté des fonctionnalités par la suite, qui est le traitement de l'extension d'une mission pour un consultant. C'est toujours le même principe. Il identifie le mail, se connecte au portail web, récupère les informations, met à jour le fichier Excel en précisant la prolongation de contrat pour le consultant et prévient alors les personnes concernées par cette prolongation. Donc voilà, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qui est important dans tout ça? C'est qu'est-ce que ça va me rapporter en tant qu'entreprise. Donc, il y a ce qui est visible. Donc, c'est tout d'abord une réduction des coûts. Grâce à l'automatisation des processus, la force virtuelle est focalisée sur le travail à faible valeur. On laisse ainsi les équipes spécialisées s'occuper des tâches plus valorisantes et plus valorisables. On a un retour sur investissement rapide, pas besoin de modifier les processus existants ou les systèmes informatiques déjà présents. Donc ici, on parle d'une technologie non disruptive. Les robots sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous réserve évidemment de la disponibilité des systèmes avec lesquels on interagit. Par exemple, chez ETIAS, on a des robots qui travaillent exclusivement la nuit, simplement parce que les fichiers arrivent en fin de journée ou très tard dans la nuit, et donc les robots les traitent déjà, et le matin, ils sont traités, et les utilisateurs ils sont déchargés de cette partie-là. Une réactivité rapide sur le marché, les robots permettent d'offrir des opportunités rapides à nos clients. De nouveau, on prend un cas chez ETIAS. Lors du premier confinement, ETIAS a mis une offre sur le marché. C'était une réduction de primes d'assurance pour certains de leurs clients. Il nous a été demandé d'élaborer un robot pour mettre à jour tous ces contrats. Et donc, ce robot a été développé en quelques jours et mis en production rapidement. Ça, c'est la partie visible. Ce qui est moins visible, mais tout aussi intéressant comme bénéfice, les robots, si c'est de l'agilité et l'évolutivité possible. Ça veut dire le nombre de robots peut facilement être augmenté. Par exemple, lors de la facturation en fin de mois, si on voit qu'on n'a pas assez qu'un seul robot dédicacé, on peut le dupliquer facilement. On a une amélioration de la qualité des données. On évite les erreurs d'encodage, donc d'office, nos bases de données sont plus propres et les données plus claires. Alors, la mise en œuvre est rapide, le codage est réduit, et comme déjà mentionné, on n'a pas besoin de modifier les systèmes existants, donc c'est assez rapide à mettre en œuvre. Un point important aussi, c'est l'augmentation de la satisfaction des employés. Les employés étant soulagés des tâches fastidieuses, stressantes, on se sent mieux au travail. On a aussi un accroissement de l'exigence de la conformité. Les reportings générés par les robots améliorent la traçabilité et la transparence des transactions traitées. Et alors, les deux derniers points, l'automatisation est indépendante des fournisseurs de services et d'autres systèmes informatiques. C'est une bonne façon de commencer la transformation numérique. Alors, prêt pour l'avenir, l'intégration avec l'intelligence artificielle est tout à fait possible. On parle alors de RPA cognitive. Donc, voici déjà un premier aperçu de ce que c'est la RPA, de notre activité dans la RPA. Maintenant, on va se focaliser sur quelle est l'offre d'NRB par rapport à la RPA, qu'est-ce qu'on peut vous apporter. Donc, notre offre, c'est avant tout une équipe pluridisciplinaire. Elle est composée d'une dizaine de personnes. Ça va des analystes, de développeurs, à des personnes qui gèrent la production et qui s'occupent du planning des robots. C'est aussi la gestion end-to-end des automatisations. Donc, comme déjà dit, ça va de l'analyse jusqu'à la mise en production où toutes les étapes sont couvertes. On gère aussi l'infrastructure RPA, parce que la RPA, c'est vrai que c'est un logiciel, donc on doit l'installer quelque part. C'est installé sur des serveurs. Pour le moment, toutes nos infrastructures RPA sont stockées chez nous. La sécurité est aussi un point très important. Les robots tournent dans des environnements auxquels on n'a pas accès. Donc nous ne savons pas voir ce que les robots font. On a du reporting, donc ça nous permet de vérifier le bon fonctionnement. Tout ce que le robot fait, ses traces, ses fichiers entrée-sortie, tout est crypté. Et surtout, il y a une ségrégation des environnements. Un robot de test ne peut pas travailler sur la production et inversement, le cas inverse est possible aussi. Impossible de faire travailler un robot de production sur du test. Alors, Blue Prism, c'est le logiciel que nous avons choisi avec ETIAS pour faire de l'automatisation. Il y en a d'autres qui existent sur le marché, mais pour le moment, on a mis notre énergie dans Blue Prism. Ça nous permet de faire de la RPA tout à fait autonome, c'est-à-dire sans aucune intervention de l'être humain. Donc, ce sont les process end-to-end qui font l'entièreté du travail. Les prochaines étapes.
Donc, les prochaines étapes, c'est quoi? C'est rajouter à notre offre de service d'autres solutions logicielles comme UiPath ou Automation Anywhere. Ensuite, l'autre gros point pour nous, et ça ce sera en partenariat avec l'équipe intelligence artificielle, c'est la RPA cognitive. Donc c'est l'intégration de composants d'intelligence artificielle au sein de nos robots. Donc c'est une sérialisation et une vision par ordinateur plus poussée. Par exemple, simplement dire on reçoit une photo avec une voiture, le robot il ne saura pas dire ce que c'est, on l'envoie au moteur d'intelligence artificielle qui nous dira c'est une voiture. On pourra aussi faire de la traduction textuelle et ou vocale. Donc ça pourrait être traduction de documents et intégration dans un autre système, ou simplement traduire en temps réel une présentation. Et alors le dernier point, un des derniers points, ce serait le deep learning. Donc de l'apprentissage, le robot pourrait apprendre par lui-même. Simplement, si on décide de le faire travailler sur une mailbox où différents types de messages peuvent arriver de manière non structurée, le robot pourrait alors détecter, dire tiens, ceci c'est un utilisateur qui a un problème avec un accès réseau, ou c'est un utilisateur qui aura un problème de mot de passe. Donc voilà, ça ce sont les grandes étapes. Donc on va les résumer. What's new, what's next? What's new, c'est une équipe spécialisée en RPA. L'ajout de la RPA au catalogue des services NRB. What's next? Étoffer notre offre de robots as a service. Donc c'est vraiment s'ouvrir aux autres technologies. Et alors la RPA cognitive. Mais ça, voilà, Léla qui nous suit en parlera aussi. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Donc merci beaucoup. Donc s'il y a des questions. Oui, merci beaucoup Stéphane pour ton bel exposé. La première question que je me pose, en fait, c'est si pas discrètement tu as robotisé, automatisé ton travail à toi, si je t'envoie un mail, si c'est bien Stéphane qui me répond ou ton assistant robotisé. Voilà. Donc, juste une question qui a été posée. Quelle est en fait la place des robots au cœur des équipes? Comment vous voyez la collaboration entre l'aspect robotisé et le travail des autres dans une équipe? Mais comme je l'ai dit, c'est une main-d'œuvre virtuelle. Donc, les robots ont les mêmes autorisations que n'importe quel utilisateur du même service, donc il faut vraiment les considérer comme un membre à part entière de l'équipe. Simplement, si demain on change les emplacements de nos fichiers de travail, on doit en informer toute l'équipe, y compris le robot. Donc le robot, c'est vraiment un membre à part entière de l'équipe. Et dans certaines de nos automatisations, nos utilisateurs l'ont appelé leur assistant digital. Ok. Et est-ce que ce robot, il sait en fait apprendre de ses erreurs? Est-ce qu'il apprend? Est-ce qu'il devient plus intelligent, plus qu'il travaille? Pour le moment, non, parce que le but, c'est vraiment qu'il soit prévisible. Donc, c'est vraiment des règles bien définies. Dans la RPA cognitive, on va intégrer le deep learning, c'est ce que j'ai un petit peu expliqué avant. Et donc, à partir de ce moment-là, il va pouvoir commencer à prendre des petites décisions tout seul. Mais il faut vraiment garder à l'esprit le robot en RPA, il doit vraiment être prévisible, on ne doit pas avoir de surprise, on ne doit pas se dire, tiens, le robot a fait ça, pourquoi, je ne sais pas. Il a pris une décision tout seul, bon, il faudra trouver le juste milieu. Et dans quel secteur est-ce que tu vois le plus de besoin de ce genre d'automatisation? Les services comptables, pour traiter les factures entrantes, les services de ressources humaines, comme je l'ai expliqué. Il y a beaucoup de domaines où les tâches sont répétitives, finalement, on peut les automatiser. Ok, dans divers secteurs où il y a des tâches administratives ou répétitives. Tout à fait ça. Ok. Voilà, un tout grand merci. Je ne vois pas d'autres questions qui ont été posées. Cela finalise un petit peu la petite session questions et réponses. Encore un grand merci pour ton exposé. Et à tous les spectateurs, si vous avez encore des questions, vous vous réveillez cette nuit, vous dites « Ah, j'ai oublié de poser cette question », n'hésitez pas de toujours l'envoyer à l'adresse marketing@nrb.be. Et bien sûr, on fait parvenir vos questions aux bonnes personnes qui vont certainement vous donner la réponse dans les délais courts.